Tant qu'on ne l'a pas traversé, on ne peut pas imaginer. C'est d'une violence, c'est d'une douleur parce qu'on ne se reconnaît plus. On n'est plus la personne qu'on était avant. Et on va être obligé de changer de mode de fonctionnement et de croyance. On appelle ça d'ailleurs une renaissance. Merci d'être venu aujourd'hui pour le burn-out parce que c'est un sujet, un enjeu de société, un enjeu politique en ce moment, c'est un enjeu de santé, surtout de notre santé, et ça nous concerne tous. Vous allez le voir, un jour ou l'autre, tout le monde est vulnérable ou peut être vulnérable au burn-out. Ce n'est pas suivant sa catégorie socio-professionnelle, ni son métier, et on va voir ce qui se met en jeu. Alors pour me présenter, dans cette masterclass de temps, on va avoir un temps où on va présenter qu'est-ce qui se passe dans le burn-out, et un deuxième temps, on aura des questions-réponses libres, ouvertes, pour pouvoir faire circuler le micro. Là, on va pas, cette fois-ci, exceptionnellement, on ne va pas faire les questions pendant la masterclass, mais en fin de masterclass, pour pouvoir plus facilement faire circuler le micro. Là, je vais aborder le burn-out d'une façon, comme je l'aborde au cabinet, à la fois scientifique, parce que je suis scientifique de formation, je suis spécialisée en chimie physique, et mon domaine de recherche, c'est d'observer, de comprendre ce qui se passe, comment une cellule se modifie sous le stress, et comment le comportement se modifie aussi. Et je suis vraiment intéressée par ce domaine depuis 15 ans, et donc en 2004, j'ai fondé un cabinet de gestion du stress. Et rapidement, c'est devenu aussi un cabinet d'optimisation du sommeil, parce que vous allez voir, c'est assez lié. Et je me suis retrouvée avec beaucoup de personnes, et au début, c'était des médecins qui avaient un burn-out. Et un quart de ma clientèle avait un burn-out, c'était des médecins. Et donc, dans ce travail scientifique, j'ai essayé de rechercher toutes les techniques qui pouvaient être validées par les neurosciences. Et vous allez voir, vous en connaissez beaucoup, et depuis 10 ans, grâce à l'IRMF, l'imagerie fonctionnelle, on a eu beaucoup de techniques qui viennent de l'Orient, qui ont été validées, et qui ont permis de pouvoir entrer dans cette relation corps-esprit qui est en jeu dans le burn-out, on verra. Donc vous avez des techniques que vous connaissez de mindfulness, de pleine conscience, et c'est celles qui ont été le plus étudiées et validées. Vous avez les techniques de méditation de la concentration, du yoga de la respiration, de la cohérence cardiaque, qui est beaucoup utilisée dans l'armée, de l'hypnose, de la psychologie positive et de la sophrologie. La sophrologie est peut-être la technique la plus moderne, puisqu'elle date des années 60, mais elle regroupe toutes ces techniques-là en fin de compte. Et elle est utilisée depuis une vingtaine d'années dans l'armée. Donc je me suis spécialisée en sophrologie, mais la sophrologie médicale et scientifique. Et donc j'ai un cabinet de gestion du stress, et j'ai créé un site depuis un peu plus de 10 ans pour regrouper les programmes de gestion du stress associés. J'interviens en tant que chroniqueuse au Huffington Post. J'ai fait un TEDx là c'était sur débrancher son cerveau, comment débrancher son cerveau. Et puis j'ai publié le premier livre qui paraissait indispensable avant de traiter le burn-out, c'était le sommeil. Car 99% des personnes que j'accompagne et qui sont sujettes au burn-out ou à d'autres pathologies fonctionnelles ont des troubles du sommeil. Le sommeil est un espace de récupération, de régénération, et je me suis aperçue que le sommeil de nos jours est plutôt un espace de perte de temps. Et il va falloir revaloriser le sommeil et le bon fonctionnement du sommeil sans médicaments pour pouvoir retrouver cet espace de régénération cellulaire et immunitaire et psychologique. Et donc après, j'ai sorti là à la rentrée le deuxième livre qui s'appelle « Trouver ses forces intérieures, comment surmonter le stress et le burn-out ». Il y a une vraie relation entre le stress, le sommeil et le burn-out. Stress plus sommeil ou stress chronique, vous allez voir, ou incapacité ou inadaptation au stress chronique, avec dette de sommeil chronique, trouble du sommeil, voilà. Et ça fait le lit du burn-out. Alors le burn-out, la première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un burn-out? Et même la toute première question que je voudrais vous poser, c'est qui parmi vous avait fait un burn-out, ou a frôlé, ou a senti qu'il avait frôlé le burn-out? Voilà. Là, vous voyez, effectivement, c'est ce que je retrouve en entreprise. C'est cette vulnérabilité au burn-out, ça concerne tout le monde. Et parmi ceux et celles qui ont levé la main, j'aimerais que 2 personnes puissent venir me rejoindre pour participer à cette masterclass. Allez, 2 se lèvent et viennent
viennent à côté de moi pour participer à la masterclass. Merci. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Maude. Voilà. Alors on va voir ensemble et on va évidemment pouvoir échanger ensemble parce que le burn-out ça concerne tout le monde, a des facteurs communs et en même temps des histoires très différentes. Et on va pouvoir voir qu'il y a des facteurs, des points communs, des scénarios qui se mettent en place. Et je vais vous proposer en premier, pour voir comment est-ce que vous avez vécu votre burn-out, quels ont été d'abord les signaux d'alerte. Peut-être que vous les avez entendus, peut-être que vous ne les avez pas entendus. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup vous avez dit « Waouh, je fais un burn-out ». Je dirais que j'ai déjà la profession d'assistante de direction bilingue. Et ça, je crois que chez les assistantes, on est souvent à 100%, voire à 120, 130%. Alors, je dirais que j'ai eu des difficultés de sommeil, ça c'était vraiment cela. Et ensuite, effectivement, j'ai plutôt frôlé le burn-out que véritablement fait un vrai burn-out avec arrêt sur des longueurs de mois. Mais en revanche, j'ai eu des sensations d'anxiété, et puis de rejet du milieu professionnel, je dirais. Voilà. Et puis aussi de manque de confiance dans les autres, voilà, principalement. Alors moi j'ai clairement fait un burn-out. En fait je cumule plusieurs activités depuis longtemps et j'ai tenu jusqu'à avoir des signes physiques qui m'ont empêché d'aller travailler, comme saigner du nez à répétition, tomber dans les pommes, pas dormir, avoir le cœur qui tape, avoir les côtes serrées. Donc j'ai lutté tout ce que j'ai pu jusqu'au jour où je suis allée au bureau et j'ai pas pu faire le digicode. Je suis restée en bas à pleurer devant le code, alors que je connais très bien, hein, mais je ne pouvais pas, une fois de plus, ouvrir mon ordinateur. Le moindre mail, la moindre sonnerie de texto, je palpitais. Et là j'ai dit ok, stop. Et j'ai éteint mon téléphone pendant 48 heures en me disant ça va aller. Et le lundi suivant, non, ça n'a pas marché et j'ai été prise en charge ensuite dans un centre spécialisé. Et c'est très dur de reprendre un rythme, c'est ça aussi mon sujet, moi. J'arrive plus à travailler comme avant et puis j'ai un dégoût profond du travail, plus aucun attrait dans ce que je fais. On en parlera en deuxième partie. Merci parce que vos témoignages montrent qu'effectivement, un burn-out, ça concerne tout le monde et ça concerne des personnes qui sont engagées, des personnes qui aiment, qui sont performantes, qui sont ultra professionnelles. Ça concerne des gens qui aiment aussi la compétition, qui aiment le dépassement de soi. J'ai entendu, mon métier, c'est presque comme si tous les assistants de direction devaient faire la performance et vous aussi, cette multi-performance qui vous demande une adaptabilité au stress, c'est-à-dire le stress est positif. Le stress, c'est la capacité de pouvoir s'adapter et de produire une nouvelle forme. C'est pas faire du copier-coller. Et donc, effectivement, la multiplicité des métiers, ou ça pourrait être aussi la difficulté, parce qu'il y a un changement organisationnel qui dure trop longtemps, et avec des informations différentes, paradoxales, même quelquefois, qui demandent en permanence de s'adapter, fait que cet engagement qu'on va avoir va créer un épuisement. Vraiment un épuisement, parce que l'anxiété qui va monter au fur et à mesure va créer des troubles du sommeil aussi. Alors on se dit je vais pas dormir cette nuit donc je vais pas être en forme demain et puis toute la journée on se dit la journée passe et toute la journée on se dit mais encore cette nuit je vais pas bien dormir et dans quel état je vais être et on se retrouve dans une spirale de croyances et de vécu qui est très douloureux. Donc on a effectivement dans le burn-out il y a vraiment la différence, c'est qu'on entend le mot burn qui crame, c'est qu'il y a un épuisement, on dit sur la tridimensionnalité de l'être, ça engage à la fois le corps, un épuisement physique, ça engage aussi un épuisement émotionnel. Et là, on l'a dit avec finalement, j'ai plus de goût à rien, je sais même pas comment faire. Et on va voir aussi, ça engage un épuisement psychique. On n'arrive plus à s'adapter, à trouver une nouvelle solution. Et ça, on va voir tout de suite qu'il y a une perte d'accomplissement. Ça n'a plus de sens ce qu'on fait. On n'est pas satisfait de son travail. On a une difficulté à être reconnu, ou même si on nous donne de la reconnaissance, on ne l'entend pas comme ça. Et dans cette perte d'accomplissement, on dit qu'on a une perte de quête de sens.
C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce que ça vaut, ce qu'on fait, on ne comprend pas ce qui se passe. Alors qu'on continue, attention, un dépressif arrêterait tout de suite. Là, non, dans le burn-out, on ne s'arrête pas pour autant. On fait comme si ça devait aller. Et il y a une croyance qui se met en place. C'est vraiment une grosse différence avec la dépression. En dépression, on sait que ça ne va pas. Et on vous dit de faire un effort, on vous dit non, je n'aurai pas le courage de le faire. En burn-out, eh ben, on continue à le faire malgré tout, parce qu'il y a ces croyances, ces fameuses croyances qu'on va voir qui disent d'aller jusqu'à se cramer, quoi. Et on a, et là, toutes les deux, vous l'avez noté, une dépersonnalisation dans ses relations aux autres, qui est plutôt le reflet d'une dépersonnalisation de la relation à soi. Donc la relation aux autres, ça peut être tout simplement, je commence à être cynique dans mes rapports aux autres. Alors avant, j'avais de l'humour, par exemple, puis d'un coup, mon humour se transforme en cynisme. Je fais toujours autant rire, mais c'est plus le même rire, quand même. Ça va être, quand je suis avec un personnel soignant, ça va être l'empathie que j'ai vis-à-vis de l'autre. Il est plus personnalisé sur monsieur un tel qui a une demande, mais le numéro X du lit de la chambre bleue, il va y avoir, pour un burn-out maternel, je ne parle pas de mon enfant, mais des enfants, une globalisation pour une maîtresse d'école ou un instituteur ou un professeur qui sont très sujets aussi au burn-out. Il va y avoir, c'est l'ensemble, il y a un enfant pénible dans la classe et c'est toute la classe qui est insupportable. Il va y avoir une dépersonnalisation de son rapport à soi et à l'autre. Et je dirais même de son rapport à soi, à l'autre et à l'univers. On passe de ça va pas, ça me va pas, à l'autre me va pas et rien ne me va. Donc on a un champ de pensée qui devient, j'appelle ça moi la dilution du moi. Le moi n'existe plus tout d'un coup, il ne tient plus debout tout seul, structurellement, physiquement parlant, émotionnellement, il n'arrive plus à se stabiliser et psychiquement parlant, il n'arrive plus à trouver une solution d'adaptabilité. Et ça, c'est ce qui va caractériser fortement un burn-out. On dit que c'est pour ça que c'est dans les 3 dimensions, une perte, un épuisement, une perte d'accomplissement et de reconnaissance et une dépersonnalisation. C'est quelque chose qu'on peut voir dans son entourage, sûrement dans son entourage, et les gens vous en font l'alarme, mais on ne l'entend plus. Dans la dilution du moi, le moi ne l'entend plus, ne peut plus réagir, le moi n'existe pas. Alors, qui est touché par le burn-out ? Autant d'hommes que de femmes. Autant d'âge, j'ai des adolescents de 25 ans, dès leur premier boulot, dès leur premier stage, qui sont touchés par le burn-out. Alors, il y a une histoire à chaque fois derrière. On parle bien d'un stress chronique à moyen ou long terme. Je parle pas de quelqu'un qui vit juste un stress, d'accord, et qui ne peut pas surmonter le stress. Au contraire, ce sont des personnes très résistantes au stress, et même au gros stress. Et comme ils sont entraînés pour vivre des gros stress, ils les avalent, sans jamais se recentrer et sans jamais arriver à se restaurer totalement. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ils sont très loin d'eux-mêmes. Donc ce sont plutôt des personnes très résistantes, très performantes, qui sont faites pour la compétition. Et puis, il va y avoir un engagement. Un engagement. C'est-à-dire que c'est une personne qui, quand elle a dit qu'elle faisait son travail, elle ne va pas le lâcher. Non, quitte à lisser sa peau, elle va continuer jusqu'au bout. Elle va aller au bout, quitte à travailler jusqu'à 2h, 3h, 4h, 5h du matin, à faire plusieurs nuits blanches, à faire les week-ends, elle va aller jusqu'au bout. Là où un dépressif, et j'insiste bien parce que souvent il y a une confusion, on va voir, entre la dépression et le burn-out, le dépressif sait qu'il ne peut pas y arriver, il va vous le dire, il va dire non, ça c'est pas pour moi, je suis pas capable, ou j'ai pas l'énergie pour. Le burn-out, il croit encore qu'il a de l'énergie, jusqu'au jour où il va se lever, il sera au bord du lit ou devant le digicode, et là il peut même plus appuyer sur le bouton, ou il ne peut pas mettre ses pantoufles, jusqu'au jour où le corps va s'arrêter. Et ça c'est très intéressant par rapport à la dépression, c'est que c'est pas l'énergie qui se retire, l'énergie est là mais elle est bloquée, elle est cramée, elle vous dit stop, le corps pense. Et ça c'est très très intéressant parce que du coup dans la stratégie de récupération du burn-out, ça ne suffira pas de penser avec la tête, il va falloir penser avec le corps. Et il va falloir prendre des thérapies à médiation psychocorporelle. Parce que si je ne fais que le petit vélo dans la tête, le raisonnement, la mentalisation,
on ne va pas arriver à restaurer ces 3 dimensions. Ce qui est vraiment différent comme regard par rapport à la dépression. Donc une personne empathique sera plus vulnérable au burn-out, et une personne engagée et une personne résistante, performante, sera vulnérable au burn-out. Alors je vous arrête tout de suite. Parce que maintenant, dans les dîners de ville, depuis qu'on le sait à peu près, enfin, moi, ça fait une dizaine d'années que je le dis, c'est tout le monde a fait un burn-out. Personne ne fait une dépression. Donc c'est moi j'ai fait mon burn-out. Et puis même j'en ai fait un la semaine dernière, mais aujourd'hui je vais très bien. Non. C'est pas la faute du jour. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde peut faire un burn-out, mais attention, quand on fait un burn-out, ça va très mal, c'est une grosse souffrance, c'est une épreuve de vie, mais tant qu'on ne l'a pas traversée, on ne peut pas imaginer. C'est d'une violence, c'est d'une douleur parce qu'on ne se reconnaît plus. On n'est plus la personne qu'on était avant. Et on va être obligé de changer de mode de fonctionnement et de croyance. On appelle ça d'ailleurs une renaissance. Quand on a fait un burn-out, c'est 18 mois d'arrêt de travail. Et peut-être, s'il n'y a pas d'accompagnement thérapeutique, on ne s'en remet jamais. J'ai des dirigeants, parce que j'accompagne beaucoup de dirigeants sur le burn-out, et il y en a qui me disent, et qui pleurent pendant les sessions, et qui me disent j'ai compris ce que j'ai eu il y a 30 ans, et j'ai jamais osé en parler. Et maintenant, je comprends ce qui m'est arrivé. Et pourquoi maintenant j'ai changé de mode de fonctionnement. Tout en étant dirigeant, ils ont changé de mode de fonctionnement. Donc ça n'empêche pas de travailler après, mais on travaille différemment. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais effectivement, de nos jours, j'ai un peu l'impression dans la presse, dans les médias, en tout cas dans les dîners, le burn-out est devenu un générique, un fourre-tout. Et puis finalement, même faire une dépression, c'est un peu dévalorisant. Donc je vais faire un burn-out parce que comme burn-out est associé avec compétiteur, engagé, empathique, donc plutôt des qualités normalement, et là c'est assez valorisant. Oui, il faut savoir que dans chaque être humain, chaque qualité peut devenir son propre piège. Et que chaque qualité devrait être bornée par des limites. Les limites de quoi? De soi, de sa corporalité, de ce qu'on appelle son moi-peau physique et psychique. Et c'est peut-être quelque chose qu'on ne nous a pas appris pendant nos études, en tout cas en France, où on doit tout donner, ou même quand on a, par exemple, un très bon élève, la maîtresse va toujours dire « tu peux mieux faire, je t'ai pas vu avec des cercles, je t'ai pas vu en baver, t'aurais dû, entre guillemets, j'aurais dû laisser ma peau pour avoir un 19 sur 20. » Non, je pourrais avoir un 19 sur 20 avec le sourire et le bonheur. Non, vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis un peu satirique, mais on a cette façon de s'engager en y laissant avec de la sueur un peu. Et enfin, pas un peu, même beaucoup. Alors que s'engager, c'est pas laisser de la sueur, c'est s'engager pour rayonner, pour être qui on est vraiment, pour pouvoir avoir de la lumière en soi et être porté et éclairer aussi les autres. C'est ça le vrai engagement. Et pas la contrainte, pas la difficulté et pas la pénibilité. Donc on a vraiment ce mécanisme du burn-out qui devrait être... on devrait être plus vigilant peut-être sur la façon dont on aborde le burn-out, parce qu'on peut dans la vie traverser un burn-out, on peut aussi traverser une dépression existentielle ou émotionnelle. Chacun ses épreuves de vie, son chemin de vie. L'un ou l'autre n'est pas moins douloureux, ça je vous rassure. Il n'y a pas à en choisir un plutôt que l'autre. Non, les deux sont assez violents et douloureux. Donc, pour traverser un burn-out, je voudrais vous demander qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous réparer, pour vous restaurer. Alors, j'ai envie de dire de la créativité. Alors, j'ai commencé par une première approche. Bon, déjà, je suis une mère de famille, donc ça, c'est vrai que ça compte aussi, parce qu'on a, comme on dit, une double journée assez souvent. Alors, j'ai commencé par de la sophrologie, ce que vous disiez très juste. Donc, relaxation, sophrologie, prendre soin de soi, la respiration, des audios à écouter. Et puis ensuite, je suis vice-présidente d'association destinée à mon métier. Et ça m'a énormément aidée parce que ça a été une plateforme où il n'y avait pas d'enjeu. Il n'y avait plus de stress. D'un seul coup, le bénévolat, il n'y a plus de stress. Et ça, je dois dire que je suis dans une reconstruction identitaire vis-à-vis de mon rôle dans le bénévolat. C'est absolument merveilleux ce
aussi de rencontrer des nouvelles têtes. Et aussi, j'ai pu être distancée des relations professionnelles par rapport à cet engagement où il n'y a pas de stress, on ne va pas me dire tu vas gagner moins, tu n'auras pas d'augmentation, ton travail n'est pas bien fait. Moi, je suis une personne qui n'ai jamais voulu passer un EIA, un entretien individuel d'évaluation, par exemple. J'ai fui, c'est-à-dire que ça fait 12 ans que je fuis les EIA, par exemple. Je suis honnête avec vous jusqu'au bout. Et alors donc, tout cela, la créativité, travailler dans une équipe, dans le bénévolat, prendre un rôle, aider aussi, parce que je suis une personne empathique, mais du coup, aider dans le bénévolat, ça m'a permis de ne pas aider à 100% tout le temps. Voilà. Et donc voilà, c'est principalement cela, ma reconstruction. Alors oui, la créativité, ça va être un moyen de reconstruction, mais dans un deuxième temps plutôt. Parce que la première, il va falloir quand même passer par, avant que l'énergie remonte dans ce qu'on appelle l'énergie psychique, le troisième étage, il va falloir reconstruire le corps, il va falloir reconstruire le centrage des émotions, et puis dans le troisième temps, on va pouvoir parler au cerveau, laisser le cerveau retrouver ce qu'on appelle une activité neuronale de qualité, ou en tout cas une activité neuronale, ce qu'on appelle l'activité par défaut, c'est l'onde alpha. L'onde alpha, vous savez que quand on est éveillé, on a des ondes cérébrales, soit en alpha, soit en bêta. C'est une activité cérébrale plus ou moins intense, et par défaut, elle est en alpha et elle est propice à la créativité. Et puis, l'onde bêta, elle est un peu plus élevée en fréquence. Donc les connexions neuronales vont être plus fortes, mais elle est plus faite pour faire un calcul mental, pour réagir. Je vous pose une question, vous répondez à propos, pas forcément avec créativité, mais la réponse est du tac au tac. Alors qu'en onde alpha, il y a un espace neuronal qui est beaucoup plus, qui engage plus ces deux hémisphères et qui est propice à créer ce que j'appelle la troisième solution. Alors que dans le bêta, comme m'a dit un jour un dirigeant, j'ai compris à force d'être trop en bêta, donc en trop stimulation, je suis devenue bêta. Oui, il sait me sortir la réponse oui ou non, mais il ne sait pas me faire une troisième réponse qui serait adaptée à son propre cas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir parler au cerveau. En sophrologie, on parle au corps, aux émotions, avec la respiration et au cerveau. Et on va engager ces trois dimensions. Je vais vous passer la parole avant de développer ce point. Alors, en fait, la première chose que j'ai faite, c'est d'essayer d'arrêter de culpabiliser parce que j'y arrive pas. Ça m'a pris déjà un certain temps de dire je peux pas. Voilà, c'est difficile quand on travaille 15 heures par jour, presque 7 jours sur 7, de dire aujourd'hui je peux pas. Et les médecins m'ont dit si vous avez envie de dormir, dormez. Si vous voulez regarder un film, regardez un film. Je me disais mais je travaille pas en fait. Et moi, ma vie, c'était travailler, puisque j'avais laissé de côté bien tout le reste, les émotions, un amoureux, c'était impossible que ça rentre dans ma vie. Du coup, je savais pas quoi faire quand je travaillais pas. Donc, une culpabilité 2000, déjà qui m'a pris du temps à comprendre, enfin, je sais pas comment dire, à assimiler. Et après, concrètement, j'ai fait de l'EMDR. Donc, c'est une thérapie, mouvement oculaire, qui permet de mettre un peu dans le passé des événements traumatisants. Enfin bon. Et puis j'ai fait des trucs bizarres, style de l'électrostimulation, pour éviter les ruminations, parce que ça me prenait un temps fou, et ça me le prend toujours autant, malgré 800 € d'électrostimulation. C'est un échec. Et ce qui me manque aujourd'hui, déjà, c'est d'arrêter ce cerveau. Ça m'amuse et j'y arrive pas. Et puis, j'essaye de faire du pilate, mais je pense à 10 000 trucs. Enfin, je suis pas du tout concentrée sur le moment présent. Donc, c'est encore très difficile pour moi. Et de moins travailler, ça, j'ai essayé de moins travailler. Mais c'est dur aussi. Enfin, tout est dur, en fait. C'est joliment dit, et vraiment merci toutes les deux, parce que restez encore là, parce que j'ai une question à vous poser après, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la première chose, c'est de suspendre le temps. Dans cette hyperconnexion où le temps nous fait croire qu'il nous rend plus vivants, on a oublié que de suspendre le temps, c'est ce qui faisait qu'on intégrait qu'on était vivant.
Et suspendre le temps, c'est quelque chose qui demande un effort à ce moment-là. Alors que regardez les enfants, quand vous leur laissez un peu de temps, ils rêvassent. Et là, c'est là qu'on sait qu'ils se construisent, psychologiquement parlant. Donc, arrêtez cette machine infernale qui va toujours plus vite. Et si on pouvait même ne plus dormir, travailler que 2 heures, de dormir que 2 heures par nuit, c'est ce qu'on aurait recherché. Mais la première, effectivement, chose que les gens me disent, c'est « je ne peux pas m'arrêter ». Non, ou alors je peux m'arrêter 15 jours, mais vous me rassurez, dans 15 jours, je recommence, parce que j'ai un truc super important à faire. Et puis, ce truc super important, il n'y a que moi qui puisse le faire. Il n'y a que moi qui ai compris. Et puis, si je ne le fais pas, ce sera pas bien fait. Il y a toutes ces croyances que... Mais oui, je suis bien d'accord, il n'y a que vous qui étiez capable, mais là, vous n'en êtes plus capable. Parce que d'ailleurs, la façon dont vous travaillez n'est pas aussi bonne qu'avant. N'est pas aussi adaptée, on va dire, qu'avant. Parce qu'un ultra performant compense toujours. C'est ça le problème. C'est pour ça que ça traîne. Mais effectivement, suspendre le temps, et c'est ce qu'on va faire... que ce soit en méditation, que ce soit en hypnose, on va revenir à MDR, que ce soit en sophrologie, on change d'espace-temps. On va en faire rentrer, on va vous faire asseoir, prendre une posture droite de dignité, parce qu'à ce moment-là, on ne se sent pas très bien. On se sent pas très digne, et puis on ne peut pas non plus aller en relaxation, se relâcher, ce ne serait même pas la bonne solution. De toute façon, on ne peut pas, ça nous gratte partout, ça nous démange, notre cerveau part dans tous les sens, c'est juste insupportable. Mais s'asseoir, se poser, mettre les pieds au sol, ça, le corps l'entend. C'est une posture de verticalité. Retenez bien, parce que c'est une posture qui s'aligne entre la terre et le ciel. Et là, on est dans l'instant présent. Quand je suis allongée, attention, c'est une posture de passivité et qui est associée à la petite mort. Donc, on devient vulnérable. Ce qui n'est pas forcément, quand on est dans une preuve de burn-out, la bonne sensation qu'on veut avoir. On veut rester vivant, mais digne. On veut retrouver sa dignité, sa capacité à. Dignité, c'est capacité à. Et puis, on va peut-être fermer les yeux, on va peut-être entrer dans des exercices de sophrologie. Et dans la sophrologie, en tout cas, c'est un espace de changement d'état de conscience. On va aller en onde alpha. Et ce qui est particulier dans l'onde alpha, c'est qu'il y a la suspension de l'espace du temps. Vous ne savez pas combien de temps a duré la séance. Vous entendez bien tout ce qui se passe autour de vous, et pourtant, vous entendez aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors que quand je vous parle, là ça va, j'arrive à le gérer, mais quelquefois, quand je suis trop en bêta, j'entends plus du tout mon cœur battre, j'entends pas le débit de ma voix, j'entends pas ma respiration, je sens pas la température de mes pieds, je suis plus connectée à moi, je suis complètement connectée à l'extérieur. Là, encore ce soir, j'arrive encore à percevoir tout ça tout en étant présent à vous. Donc j'arrive, ce que j'appelle, à avoir une bonne régulation du stress. Quand je suis très stressée, je vais être complètement à l'extérieur de moi, mais plus sentir moi. Mon moi est en survie, mais ma vigilance, elle est complètement, l'énergie, elle est complètement à l'extérieur. Donc quand je vais revenir à moi, que je vais suspendre cet espace et ce temps, ce qu'on appelle un espace, une parenthèse d'époquée, c'est vraiment quelque chose qui fait que quand vous avez fini la séance, souvent la première séance, je demande à mes patients combien de temps ça a duré. Il me dit, je sais pas, moi 10 minutes, 20 minutes, ah non, 35 minutes, waouh. Ou alors, quand j'arrête, je dis alors comment ça va? Il me dit ça fait du bien, je ne pensais plus à rien. Je vous rassure, le cerveau pense toujours. Il ne s'arrête pas nuit et jour, le jour où il s'arrête, c'est vraiment fini. Donc, non, mais il a diminué l'activité cérébrale. Ça, c'est vrai, il est passé en onde alpha. Donc, toutes les techniques qui vous font passer en onde alpha vont vous faire d'abord diminuer l'activité cérébrale et donc fonctionner avec vos 2 hémisphères cérébraux au lieu d'un seul. Alors que quand on est en bêta, on est en suractivité, on va fonctionner avec une activité bêta intense, mais comme elle ne consomme plus d'énergie, on réduit la zone géographique du cerveau. Et c'est comme si je marchais sur une patte. Quand même, je me sens plus stable quand je suis sur 2 pattes. Donc, le MDR permet aussi ce changement d'état de conscience. Après, on se sert plutôt de MDR pour une image traumatique, avec un support, et pas forcément... Dans le livre, j'en parle du MDR, mais pas forcément dans un premier temps, c'est vraiment pour nettoyer des choses. Et déjà apprendre, et même dans la méditation, quand vous canalisez juste sur votre attention, ce développement de la qualité attentionnelle, c'est particulier, parce que vous le savez très bien. Dans la relation à l'autre, vous développez une qualité attentionnelle. Je vous vois, vous êtes présent, je suis attentive, et puis finalement, en étant attentive à vous, je perçois plein de choses de vous. Je développe une qualité attentionnelle. Quand je suis sur un dossier, je développe une qualité attentionnelle sur le dossier. J'essaye de comprendre au-delà des lignes ce qui peut se passer, ce que cherche mon client, ou mon partenaire, ou mon collègue. Quand je rentre à la maison et que je vois la tête de mon enfant, je suis dans une qualité attentionnelle. Et je suis en train déjà de comprendre ce qu'il a vécu dans sa journée.
Quand j'ai mon chéri qui rentre aussi à la maison, je suis dans une qualité ascensionnelle. Quand je suis en burn-out, je n'ai plus accès à cette qualité ascensionnelle. Je n'ai plus l'énergie disponible à l'autre, mais je n'ai plus l'énergie disponible non plus à moi. Je n'ai plus accès à ce que je ressens moi. Je sais juste que ça va très très mal. Mais je ne peux pas m'arrêter sur moi. C'est trop douloureux. Et donc, on va avoir, dans la sophrologie, on va parler au corps, on va le calmer. Alors, ça sous-entend que derrière, il y a quand même un mécanisme qu'il faut mettre, ce que j'appelle l'hygiène de vie qu'il faut mettre en place tout de suite. Ça va être des heures de lever fixe, des heures de coucher forcément qui vont au bout d'un moment devenir fixes parce qu'on aura accumulé une fatigue en journée, une activité physique régulière, mais je ne parle pas de sport. J'adore, parce que toutes les personnes qui font un burn-out disent « c'est génial, je vais m'arrêter 2 mois, je vais préparer le marathon de New York ». Oui, bien sûr, performance. C'est juste que je déplace mon espace de performance du bureau, je le place sur le sport ou sur, c'est super, hein, je vais m'inscrire à un cours, un stage de 40 heures par semaine de, je sais pas moi, n'importe quel sport, n'importe quel yoga, pilates, tout ce que je fais moi, mais à petite dose, vous voyez. Moi, je le fais un peu tous les jours, mais j'en fais pas 8 heures par jour. Ou je vais ça aussi j'adore. Il arrive au cabinet puis il dit « Non mais j'ai acheté 10 livres de développement personnel, je vais me comprendre. » Et puis il s'enchaîne dans la nuit. Et je fais « Et vous avez dans les camps ?»« Non, je veux absolument comprendre ce qui m'arrive. » On est encore... Là je le dis en riant, mais on est vraiment dans cette recherche de... Parce qu'il faut savoir que ce sont des personnes intelligentes, qui sont performantes, donc il y a une solution. Il faut trouver la solution. Et donc ils vont déployer, ils vont juste déplacer leur champ pour trouver la solution dans le même cadre. Et le plus difficile pour eux, c'est de lâcher prise. Donc il y a 1, la posture de verticalité, 2, le lâcher prise. Lâcher prise. Alors ça, c'est juste un mot, mais insupportable. Qu'est-ce que vous en pensez du mot ? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible de lâcher prise ? Je ne sais pas si je peux répondre. Alors, je vous dirais qu'au mois d'octobre, j'ai trouvé un travail à mon fils, un contrat d'alternance à ma fille et un nouveau boulot pour moi. Plus, j'ai refait des travaux dans mon appartement. Et alors, hier, j'ai réussi à lâcher prise parce que je n'ai pas rangé dans les placards. Pas encore ? Pas encore. Et donc, voilà, je commence à me guérir. Le lâcher prise, ça veut dire quoi ? J'aime bien l'idée. J'ai acheté à la Fnac les exercices pour le lâcher prise parce que je peux quand même bosser un peu. Mais je comprends rien. J'y arrive pas quoi. Je lâche rien. Je suis un pitbull, donc c'est mort. Ça marche pas chez moi. Vous avez vu, lâcher prise, c'est le mot grossier, le mot insupportable qu'un burn-out ne peut pas entendre. Et oui, et j'ai mis vraiment beaucoup de temps aussi à le comprendre. Lâcher prise, dans notre société occidentale, c'est vécu comme l'abandon. C'est presque, je suis nulle, quoi, j'y arrive pas, je suis impuissante, j'abandonne. Pour quelqu'un qui fait un burn-out, c'est impossible, c'est un compétiteur né. Donc c'est quelqu'un qui fait la performance. Donc lâcher prise, c'est juste... c'est se lâcher. Ça veut dire que le lâcher-prise, dans le monde occidental, est vécu, j'appelle ça dans l'horizontalité. C'est je deviens mort. Alors que le lâcher-prise dans le monde oriental, il est vécu dans la verticalité. C'est à cet instant, je quitte le résultat, je ne me concentre que sur l'état, la qualité de l'état intérieur dans lequel je fais mon action, mais le résultat n'est pas important. Pour vous donner un exemple, dans le lâcher-prise, qui pourrait vous donner peut-être envie un jour de lâcher prise quelque chose. En Indonésie, on capture des petits singes. Et ces petits singes, pour les capturer, on le fait de façon très facile. On met une jarre avec un fruit dedans. Et le petit singe va sentir le fruit, va s'approcher, va plonger sa main dans la jarre, va prendre le fruit, mais comme le fruit est plus gros que le goulet, avec la main, il ne va pas pouvoir retirer le fruit, et donc il va rester prisonnier à la jarre qui est accrochée avec une chaîne à un arbre. Et il se fait capturer comme ça, sans violence, tout gentiment. S'il avait lâché prise son fruit, il aurait pu retirer sa main, sauver sa peau, ou tout simplement choisir une autre stratégie, du coup. Réfléchir à autre chose, prendre un peu de recul, et puis réfléchir comment est-ce que je peux obtenir ce fruit autrement sans me faire du mal, ou sans me faire capturer, ou sans me faire piéger. Lâcher prise, c'est la capacité à l'instant présent d'évaluer si ce que je veux est complètement mon pouvoir, ou si au contraire, ça ne dépend pas que de moi. Et dans ce cas-là, de renoncer au résultat de l'action qui ne dépend pas que de moi, mais de m'occuper que de ce qui dépend de moi à 100%, de m'y engager pleinement avec toute ma conscience et mes qualités,
Et en même temps, le résultat ne m'appartient pas. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va passer que l'énergie va se canaliser juste sur ce qui fait notre force et plus notre faiblesse. Alors que quand je suis, entre guillemets, en potentiel burn-out, j'ai l'impression que je pourrais encore faire changer le monde. Je pourrais encore... parce que moi, j'ai bien fait mon job, la boîte valait mieux, ou parce que y a tout ça qui est englobé. Vous l'avez ressenti. Ah ouais. Et c'est là où il y a l'illusion. Alors, c'est une illusion un peu idéaliste, un peu infantile aussi, puisque effectivement, il va y avoir un moment, dans le burn-out, on parle bien d'une petite mort, hein, c'est qu'il y a une désidéalisation de ce qu'on pourrait être et de ce qu'on voudrait être. Pas soi, mais par rapport aux autres. Parce que l'autre, et puis aussi, on entend les gens dire burn-out, mais disent oui, mais moi je suis la seule à faire tourner ce service en ce moment. Plus personne ne fait bien son travail, ça ne tourne pas correctement, parce que les autres, ils ont d'autres soucis, d'autres problèmes. Mais nous, on pense qu'avec sa force, sa seule force, on va pouvoir compenser la défaillance des autres. Donc il y a ça aussi qui met en jeu. On aura les questions-réponses, ouais. Et donc, il va falloir, dans cette verticalité, lâcher prise. Lâcher prise, si vraiment vous l'entendez comme une verticalité et pas comme une horizontalité, c'est beaucoup moins douloureux. Et ça, il faut un petit peu de... Alors, on a des exercices pour ça, hein, pour apprendre à comprendre sur la différence, ce qui est sur le lâcher prise. Ça va effectivement détricoter certaines croyances et pouvoir en retricoter d'autres qui sont propres à son état dit. Et je voudrais quand même le préciser, c'est que toutes nos qualités sont nos forces et nos faiblesses. Toutes nos forces peuvent à tout moment devenir nos ombres. On est vraiment un être humain rempli de paradoxes. Et la personne la plus brillante peut devenir la plus brillante dans sa propre destruction. C'est assez impressionnant parce qu'elle va avoir une capacité de projection, de ténacité, de persévérance qui crée sa propre difficulté. Parce qu'elle n'arrivera pas à lâcher prise, et sans lâcher prise, elle ne peut pas prendre du recul, ou plutôt, moi j'aime bien dire de la hauteur. Pas trop reculer, j'aime bien prendre de la hauteur, et dans cette hauteur avoir un nouveau regard. Ce qu'on appelle en sophrologie, c'est la capacité de pouvoir, avec ses propres capacités, ses qualités, développer un nouveau regard et créer un nouveau possible. Et là, on a besoin de ces deux hémisphères cérébraux, ça nous ramène sur le cerveau, et donc sur ces fameuses ondes alpha. Donc ça va énormément nous aider. Avançons un peu. Donc une fois qu'on a parlé au corps, donc on respecte sa nuit, retrouver un sommeil, ça va être prioritaire. On va faire de l'activité physique en mouvement, mais pas du sport de performance à outrance. De toute façon, il n'y a plus d'énergie pour ça. En général, vous savez, vous partez en cure de sommeil 15 jours, 2 mois, suivant les cas. Les rythmes des repas vont être assez importants, ça on l'oublie souvent. Les rythmes des repas, comme l'heure de lever fixe tous les matins, régulent votre horloge circadienne. Quand vous régulez votre horloge circadienne, quand vous mangez à heure fixe, vous optimisez le bon fonctionnement de vos organes vitaux. Vous ne digérez pas à la même heure si vous changez vos heures de repas. C'est-à-dire que le moment où vous allez manger, vos enzymes digestives ne seront pas prêtes. Est-ce que vous avez remarqué que si vous levez tous les jours à la même heure et que vous mangez tous les jours à la même heure, quand vous êtes proche de l'heure, vous avez le ventre qui commence à gargouiller. Le système se prépare à accueillir la nourriture. Donc on a vraiment une horloge interne qui nous indique ce qu'il faut faire au bon moment. Et chaque organe vital fonctionne sur une tranche de 2 heures, sur les 24 heures. Une tranche forte et une tranche faible. Une tranche yin et une tranche yang. Et donc, en optimisant votre horloge circadienne, vous optimisez l'énergie qui circule dans votre corps et la façon dont vous allez pouvoir réguler votre activité attentionnelle ou sportive, ou neuromusculaire, ou tout simplement, au contraire, la détente. On ne se détend pas sur commande. On se détend parce que c'est le bon moment de se détendre. On ne produit pas la performance sur commande. On fait la performance parce que c'est l'heure de faire la performance. Ça, les sportifs de haut niveau le connaissent très bien. Quand on est un profil de compétiteur, que ce soit la performance intellectuelle ou sportive, on doit connaître son mode de fonctionnement, ses plages de performance et ses plages importantes de récupération. Et souvent, quand on est trop compétiteur, on pense qu'on peut
déplacer, repousser ces plages de performance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des plages de performance et presque pas de plages de récupération. Donc la première étape, ça va être de parler à ce trio corps, émotion, cerveau. Et puis la deuxième étape, ça va être de parler à ce duo valeurs-croyances. Alors ça m'intéresse beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de croyances, mais pas beaucoup de valeurs en général. Or pourtant, ce sont les valeurs qui sont atteintes et touchées dans le burn-out. Une valeur, alors on a des valeurs universelles, des valeurs universelles qui peuvent être la liberté, qui peut être la fraternité. En France, on en a 3, liberté, égalité, fraternité. Ça peut être l'universalité, ça peut être après des valeurs propres à sa famille, à sa culture. On peut avoir des valeurs sociétales. Il faut trouver ces valeurs. Et pour déconstruire des croyances, on ne peut déconstruire des croyances que si on a trouvé ces valeurs. Et ça va être un vrai travail qui va se mettre en place. Et en sophrologie, on a beaucoup de techniques. Vers la fin du livre, il y a des techniques qui vous amènent à trouver vos valeurs. Parce que dans ces techniques-là, vous allez savoir ce qui construit vraiment votre personnalité, votre chemin de vie. Quelles sont les valeurs qui sont indissociables de votre être? Les valeurs, c'est ce qui anime l'être. C'est ce qui fait qu'on se sent cohérent, congruent entre ce qu'on dit, ce qu'on fait et ce qu'on est. Et quelquefois, on s'est retrouvé dans des situations professionnelles où ce qu'on dit, ce qu'on a fait et ce qu'on est, c'est pas vraiment ça. Et on a été très souple d'une certaine façon, mais à un moment, ça ne marche plus. Donc ces valeurs de déconstruction, elles vont se faire petit à petit. On ne perd rien, on substitue, on fait basculer. Est-ce que vous avez trouvé vos valeurs qui sont très importantes pour vous? Vous en avez trouvé une ou deux ou trois? Je suis vraiment dans cette étape, ce dont vous venez de parler. C'est-à-dire que j'accepte que mon appartement soit en désordre, etc. Mais au-delà de ça, ma valeur, c'est vraiment les autres, la sociabilité. Et j'ai même dit à un ami, ok, je sais que je traverse un peu cette zone un peu où on ne s'apprécie pas trop, mais néanmoins, je sais que Arthur, que je vois tous les jours, Noémie, etc., quand j'ai vu mes nouveaux collègues dans leur regard, leur gentillesse, leur visage, j'ai pris le temps d'observer, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a remis en connexion aux hommes, aux autres. Et je repars de là, en fait. Je repars vraiment de là. Voilà. Je m'étais jamais posé cette question, mais je sais que le truc qui me motivait, on va dire, ce que j'ai un peu changé, c'est je disais toujours, il faut travailler, c'est pas spécialement gagner beaucoup d'argent, mais bon, moi je suis orpheline, donc du coup j'ai ce truc et ça vient aussi un peu de là, il faut se buter pour manquer de rien. Voilà, vraiment la valeur travail, l'opiniâtreté, la persévérance, c'est pas obtenir des promotions et tout. Moi je suis à mon compte, donc je crois être libre, je suis encore plus esclave que n'importe quel salarié en ce moment. Et puis surtout j'accepte des missions trop, parce que je me dis, si on me demande, c'est que il y a un truc de valorisation débile et d'ego, mais si on me demande à moi, c'est que je suis bonne pour le faire, donc je peux pas dire non. Et parfois, c'est même pas rémunéré. Donc j'en viens à faire des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, qui m'épuisent, mais je me dis, je suis quand même forte. Mais je me le dis à moi, je le dis pas aux autres, mais j'ai réussi à faire ça, et je suis hyper heureuse. Sauf que je m'effondre après, mais Et puis là, j'ai lâché, j'ai dit non, j'apprends à dire non. Je ne suis pas du tout en train de répondre au truc, je suis encore partie en toupie. Mais la valeur, c'était il faut travailler, il faut être autonome, il faut être indépendant, il faut compter sur personne. Voilà. Maintenant, j'ai un mec et c'est super, je lui demande de l'argent, c'est trop bien. C'est tout nouveau. On peut dire que dans ce qu'on peut entendre, c'est que la valeur sécurité est importante pour vous. Et ça, c'est une valeur fondamentale, d'abord de tout être humain. Et puis dans certaines histoires, elle est plus importante parce que dans cette valeur de sécurité, j'ai entendu sécurité, mais seule, autonome. Jusque-là, ça devait fonctionner seul. Peut-être que maintenant, ça fonctionne un peu moins seul. Mais jusque-là, c'est pour avoir cette sécurité, je ne peux compter que sur moi. Sur mon autonomie, ma performance individuelle, et pas sur l'autre, le groupe, dû à cette histoire personnelle. Et donc, du coup, la valeur sécurité, c'est vrai, c'est une valeur universelle. La
sécurité. Dans la pyramide de Maslow, tout le monde la connaît, mais aussi dans sa construction d'adulte. Il y a une phase quand même si on a eu des parents, et quand on devient adulte, on franchit cette crise de valeur, on doit s'appuyer et savoir quelle est sa sécurité qui se met en place. Donc oui, c'est quelque chose qui, on peut. Alors, il y a une valeur souvent que je prône et qui fait rire beaucoup mes patients parce que ils me disent mais ouais c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Je dis et la valeur insouciance, elle est où chez vous? Ne pas se faire de soucis. Et oui, c'est une valeur en tout cas qui mérite d'être d'avoir le projecteur dessus, d'être regardé. C'est que je pourrais dire que souvent, si j'étais la fée Clochette aujourd'hui avec une petite poudre, j'aimerais secouer régulièrement la fée Clochette et lui dire va mettre un petit peu d'insouciance Alors quand j'entends insouciance, c'est pas désengagement, hein. Je parle, c'est ne pas se faire du souci en permanence. Hein, j'entends bien le mot insouciance dans sa racine pure. Et pas quand on dit à quelqu'un oui t'es insouciant, genre tu te fous de tout. C'est pas la même chose. Je parle de la vraie insouciance, de ne pas se faire du souci en permanence. Et notre société n'est pas faite. Hein, si vous allumez la télé, c'est pour faire du souci. On est abreuvé de sujets de soucis. Il y a peu d'espace. Et bien dans un espace-temps, il faut savoir régulièrement, tous les jours, suspendre l'espace et le temps et aller se mettre dans une bulle d'insouciance. Je répète bien, l'insouciance n'est pas le désengagement ou la non-empathie. Non, c'est la capacité pendant un moment de... Comme disait Fabrice Midal, c'est foutez-vous la paix un peu. C'est faites une bulle, quoi. À un moment ou à un autre, mettez-vous dans une bulle, mais juste 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes, puis après vous y prendrez peut-être goût, et puis ça restera 1 minute. Mais débrancher ce cerveau, comme j'avais fait un TEDx qui s'appelait Débrancher le cerveau, parce que c'est juste pendant un micro-moment, vivez une bulle d'insouciance. C'est vraiment pour essayer de quitter la logique rationnelle et arriver sur le discernement, l'éveil de la conscience. Un maître va donner cette réponse, cette phrase à son disciple, il va peut-être le laisser 2-3 ans avec cette phrase-là. Et il va avoir des rendez-vous régulièrement en disant « mais quelle est ta réponse ?» Et au début, le disciple va essayer de trouver une réponse très rationnelle, très zoologique, jusqu'à ce qu'il arrive à un état de conscience d'éveil qui lui permette d'avoir une réponse éclairée. C'est cet état de discernement qui nous permettrait petit à petit, au fur et à mesure, de ne pas retomber dans le burn-out. C'est de quelquefois apporter à cette insouciance plutôt une capacité à pouvoir avoir ce que j'appelle un out of the box qui pourrait nous sauver notre peau. Parce qu'il y a plein de questions dans le livre, je regardais justement, mais j'en ai mis pas mal. Alors là, je peux vous en donner une autre, hein, c'est « J'étais à la lumière, où va-t-elle » Je vous laisse avec pendant plusieurs années, je vous retrouve dans quelques années avec. Et voilà, ces phrases ne sont pas là pour apporter une réponse, de faire tourner votre hémisphère cérébral de la même façon que vous l'avez fait tourner pendant des années où vous avez été excellent. C'est au contraire pour installer un nouvel état de conscience qui vous permette de fonctionner différemment. Parce que l'épreuve du burn-out, c'est de ne pas rechuter, c'est de ne pas retomber. Et quand on l'a vécu, c'est une grosse frayeur. Et d'ailleurs, c'est une tellement grosse frayeur qu'à chaque fois qu'on se trouve, entre guillemets, sur le même mode de fonctionnement, le corps commence à trembler. La crise de panique, l'angoisse arrive, le mal de tête, les jambes qui flanchent, la tachycardie, le corps indique. Il faut vraiment comprendre que le corps va garder en mémoire ce qui s'est passé. C'est très difficile de revenir au travail sur le même poste, le même environnement, le même dossier. Tout va se mettre en alerte. Pourquoi ? Parce que c'est comme quand vous avez mis la main dans l'eau brûlante ou dans le feu, vous ne recommencez pas. Hein. Je veux dire, il l'a gardé en trace. Hein. Et le moi va faire en sorte de sauver sa peau. Et donc il va falloir, exactement comme dans les protocoles de phobie, on fait en sophrologie, on va faire des visualisations pour aller dans la réadaptabilité, la capacité de corriger l'information, pas pour la masquer, hein, mais pour pouvoir permettre de faire autrement. Parce que sinon, le cerveau est programmé pour faire exactement la même chose. Et donc, même chemin, égal, même résultat. Donc, c'est vraiment un travail de reconstruction qui se passe après.
La plupart des personnes, d'ailleurs, est-ce que vous l'avez vu comme ça, vous l'avez vécu? Ça sert à quoi le burn-out? Ça, c'est une question qu'on me demande souvent. Alors, au début, je dis, j'en sais rien, c'est vous qui me le direz un jour. Et puis, plus le travail avance, plus un jour, la personne me dit, vous savez, j'ai réfléchi, j'ai trouvé à quoi ça m'a servi. Ça sert à quoi un burn-out? Est-ce que vous avez trouvé à quoi ça vous a servi? À me trouver. Je crois que j'ai pas très bien trouvé, moi, évidemment, la mauvaise élève. Non, ça m'a permis de laisser de la place à autre chose, à une vie sociale et affective. Mais j'ai compris pourquoi c'est arrivé, ça, en revanche. Enfin, voilà, j'ai compris depuis quand c'était latent et quel a été le point de départ. Et en fait, je me suis enlisée. Voilà. Bon, c'est encore très clair. Voilà. C'est très bon, c'est très vrai, parce que c'est exactement comme ça. Ça sert à comprendre quelque chose dans son mode de fonctionnement et que finalement, on pourrait aussi fonctionner, peut-être probablement mieux, différemment. Ça nous oblige à changer de mode de fonctionnement et puis à revenir à l'être dans sa 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on va à la fois compter sur ses forces, mais on sait que ces forces-là, ça peut devenir ses faiblesses. Et là, on devient vraiment un être humain dans tout son paradoxe. Là, on est entier. C'est une des choses que j'ai compris avec les sportifs de haut niveau, qui font aussi des burn-out, qui font aussi des dépressions réactionnelles après les compétitions. Et c'est pas pareil pour eux non plus, la différence entre la dépression et le burn-out. Et j'ai beaucoup, par exemple, aussi, alors dans les sportifs, il y en a pas mal, il y a aussi beaucoup d'acteurs, chanteurs que j'accompagne et qui font des burn-out. C'est tout ce qui est de la performance chronique qui va se répéter sur 10 mois, 1 an, 2 ans. Et on voit qu'au bout de 6 mois, malgré la dette de sommeil, avec la dette de sommeil chronique, on change de ville tous les 2 jours, on fait de la répétition de performance où tous les soirs il faut tout donner à son public, il faut être le meilleur, une hygiène de vie petit à petit un peu devient difficile à tenir. Et le résultat il est là assez rapidement, entre 6 mois et 18 mois. Même des chanteurs ultra confirmés, ils vont mettre 3 ans à s'en remettre. C'est pour ça que d'ailleurs vous ne les voyez pas après pendant 3 ans. C'est qu'ils sont vraiment d'une fatigue extrême, pas de surmenage, de burn-out. Et tous ils vous disent, il a fallu que je retrouve un sens à ma vie pour refaire quelque chose, pour repartir dans la créativité. Il y en a qui mettent entre 5 et 10 ans pour s'en sortir, parce que c'est une renaissance à chaque fois. Et c'est pour ça que moi souvent je dis que c'est une épreuve initiatique. On meurt, mais pour renaître. Et dans cette renaissance, il y a quelque chose qu'il faut aller chercher au fond de soi, une petite lumière. Il y a toujours une petite lumière, et il faut aller chercher ce que c'est. Alors souvent, dans mon travail, c'est vrai que la valeur est importante. C'est à quoi je tiens vraiment. Qu'est-ce qui fait que quand j'ai cette valeur-là, je me sens moi pleinement, authentique, sincère, libre. C'est-à-dire que c'est en aucun cas par rapport aux autres. C'est par rapport à moi. Et c'est une des difficultés dans le travail au démarrage, c'est qu'est-ce que vont penser les autres, quelle image ça renvoie aux autres, même si en ce moment l'image burn-out est plus valorisante, en tout cas est acceptée dans la société. C'est plus une honte. Il y a 10-15 ans, je vous assure, les gens le masquaient, ne le disaient pas en entreprise, ni dans un dîner, ni à l'entourage. D'ailleurs, les gens ne le savaient pas. Et un petit point aussi, un burn-out, ça se soigne, enfin ça se guérit pas tout seul. Le temps cicatrise. Et pour reprendre vraiment toutes ces forces intérieures, ça demande un travail particulier. Ça vient pas tout seul. Comme je l'ai dit, j'ai rencontré des personnes qui en avaient fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, ils s'en sont jamais remis. Ils font différemment, ils survivent très bien, c'est pas ça le problème. On n'oublie pas, ce sont des compétiteurs, ils s'adaptent, mais ils en gardent des séquelles importantes au niveau du sommeil, au niveau de l'angoisse. C'est vraiment ces crises d'angoisse qui viennent à répétition, et cette difficulté attentionnelle aussi qui vient en place. Donc le burn-out, c'est quelque chose d'important.
Pour retrouver cet exercice, il est dans le livre, il y a un nom qui s'appelle le Tratak. Il vient du yoga et vous en découvrirez la signification parce que la signification a, entre guillemets, peu d'importance. C'est après, on a envie de savoir sa signification, son origine, mais le plus important, c'est ce que vous avez ressenti. C'est une façon de se reconnecter à soi, d'être présent à soi et de développer ou de retrouver une qualité attentionnelle. Et puis de recueillir ce qu'on a ressenti en perception, en sensation, en émotion. Au niveau mental aussi, on va entendre ce qui se passe au niveau mental, il va se passer quelque chose. Donc voilà, si j'avais un petit mode d'emploi avec lequel vous pourriez partir, ce serait vous dire, vous pouvez utiliser cet exercice tous les jours pendant 15 jours, 3 semaines, et voir ce qu'il fait. Ça se fait partout, debout, vous avez vu, ça se fait aussi bien dans un couloir qu'en attendant le bus ou le métro. On n'a pas peur des autres, on n'est pas ridicule, on fait juste de la sophro, c'est tout. Bon, merci.